Bonjour à tous, à toutes, on m'entend? Oui? Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous voir si nombreux. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre nouveau cycle de conférences du semestre d'automne. À l'heure de la réinvention du rôle, des responsabilités, de la façon de pratiquer, de produire et de penser l'architecture, nous entamons aujourd'hui, pour la deuxième fois, notre cycle de conférences sur le thème « Réinventer ». Réinventer la discipline, ce soir avec Charlotte Malterbach. Réinventer la demande, ce sera Madeleine Architecte le 6 novembre. Réinventer le regard, avec Alexandra Arène, co-autrice du livre écrit et dessiné à 6 mains, le 5 décembre, pardon. Ce soir, donc, nous accueillons Charlotte Malterbach, architecte, urbaniste et professeure associée à l'EPFL. Auparavant, professeure à l'université de Harvard, elle a mené des recherches sur les aspects urgents de l'urbanisation contemporaine, sur l'extraction de matériaux, sur l'urgence climatique et la justice écologique. Ses intérêts, en matière d'enseignement et de recherche, sont liés à la manière dont les communautés en difficulté peuvent obtenir un meilleur accès aux ressources, à l'économie générale, à une meilleure gouvernance et à la justice écologique et sociale. Sa pédagogie s'appuie sur une approche basée sur la recherche pour identifier les aspects urgents de l'urbanisation contemporaine. Charlotte Malterbach estime que les enseignants et les universités ont l'obligation de répondre aux défis de notre monde en voie d'urbanisation, en dotant les jeunes praticiens et chercheurs de compétences critiques et d'outils de conception pour les relever. Elle maintient une pratique féministe active, s'engageant dans des travaux sur la parité et la diversité, avec l'idée qu'être féministe aujourd'hui ne peut être compris sans la convergence des luttes contre le sexisme, le racisme, le capitalisme et l'impérialisme. Construire sans extraire. Le secteur de la construction est l'un des principaux moteurs de l'extraction de minerais et du réchauffement climatique. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies est explicite. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour parvenir à un monde durable et résistant au changement climatique. Pour faire face à notre rôle dans les multiples crises, les disciplines de l'architecture et de l'urbanisme doivent changer de cap et s'engager dans la production de futurs non extractifs, tout en réparant les dégâts. Partant d'un lieu d'espoir, Charlotte Malterbach va nous parler de cette discipline à réinventer qui devrait pivoter vers une construction sans extraction. Je passe maintenant la parole à Charlotte Malterbach. Merci. Alors, merci pour l'introduction et pour l'invitation. Je me réjouis de partager mon travail avec vous. Alors, j'aimerais compléter un petit peu cette introduction. Donc, je suis architecte, urbaniste, enseignante et militante, et ces fonctions et ces activités forment donc les dimensions multiples de mon travail, qui est, comme Laurence l'a dit, propulsé par un sentiment d'urgence au vu de l'état de notre monde. Et je définis mon travail comme la pratique critique du projet, proche de ce que l'on appelle parfois en anglais spatial practice, une pratique spatiale. J'explore les manières variées qui existent d'appréhender les conditions de notre environnement construit, et ce, en produisant des formats divers, pas toujours orthodoxes, afin de transmettre ces réflexions pour débattre de propositions et articuler et concevoir de possibles interventions. Ces activités sont menées avec mon équipe, ici en image, au sein du laboratoire Riot, à l'Institut d'architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc Riot, ça signifie émeute, mais c'est aussi l'acronyme de
Research and Innovation pour l'architecture, l'urbanisme et le territoire. Donc, on le sait que l'architecture, en tant que discipline intégrée au secteur de la construction, on participe à l'entreprise globale qui constitue l'un des principaux moteurs de l'utilisation des matières premières, du sol, de l'extraction minière et du réchauffement climatique. Et je voudrais discuter de comment, dans mes recherches, au travers de ma pédagogie et puis plus généralement par mon approche de la conception architecturale, j'explore les possibilités pour nous, architectes, d'utiliser nos capacités d'organisation et de création pour remettre en question le modus operandi actuel de la production d'espace au sein du secteur de la construction. Alors, construire, c'est détruire. Construire, c'est extraire la matière, le travail, le profit. Des boulons de scellement en acier zingué bleu DIN 529C 4.6 au bloc béton lisse chanfreiné brique normale, en passant par les planchers bois en dalles agglomérées et aux plaques thermo-isolantes en polymère et en fibres de polyester, chaque composant de notre environnement bâti est le résultat de processus d'extraction. Et les protocoles de fabrication de l'espace, qu'il s'agisse de la construction d'une simple maison, comme ici dans cette esquisse de recherche, où chaque élément de construction utilisé pour cette maison est identifié par son matériau d'origine, ou d'une ville entière, ces protocoles nécessitent pour être réalisés des matières premières acquises par extraction minière et impliquent la redistribution et la relocation des ressources de la planète. Donc ces matières premières, minerais de fer, bauxite, argile, pour en nommer que quelques-uns, sont ensuite transformées, par exemple en agrégats, pierres concassées, en sable, en gravier, puis deviennent des matériaux de construction. Alors s'il est vrai qu'il y a des matériaux moins nocifs qui sont en train d'émerger, ce sont le béton, l'acier, le verre et la brique, et puis un peu le bois, qui demeurent les plus utilisés dans la construction, ainsi qu'une foule de produits dérivés du pétrole. Et toutes ces matières sont violemment extraites, puis transformées par des méthodes énergivores pour devenir l'architecture de nos vies. Et c'est ce que ces deux travaux qui suivent ces matières premières de leur extraction jusqu'à la transformation et à la construction, en l'occurrence du minerai de fer extrait à gauche ou de l'argile qui est ensuite transformée en briques, cherchent à montrer. Donc construire... je vous rassure, vous ne voyez rien, moi non plus. C'est un très joli diagramme, je vais l'expliquer. Construire met en mouvement une série d'acteurs, de gestes et de transactions aux conséquences profondes et brutales, un impact matériel, écologique, social, un effort humain colossal et des émissions de carbone ou d'autres, entre autres, dommages. Donc on le sait, l'environnement construit, neuf et existant, ce sont 40% des émissions. Donc ce document de recherche que je mentionne ici, que je montre, c'est un diagramme qui essaye de tracer de manière linéaire notre compréhension de la production de l'espace, donc le logement ou l'infrastructure, comme une sorte de chaîne d'approvisionnement complète avec le sol, donc la terre, enfin le terrain, comme marchandise principale. Donc encadré par des modes de financement basés sur la dette et la spéculation, des mécanismes juridiques et de gouvernance nationale et locale spécifiques, des processus de conception et d'organisation, la construction nourrit l'extraction, le transport, la transformation et l'installation des matières premières, et donc l'allocation et la dépense des ressources planétaires, ainsi que le marché de l'immobilier, bien sûr, et donc l'exploitation et la marchandisation de l'espace, et enfin, par le biais de la démolition, la production des déchets. Donc, outre les conséquences connues et spatialisées que sont les émissions de gaz à effet de serre, la dégradation de l'environnement et parmi les autres effets de l'environnement bâti, on peut aussi citer la production de la dette, auquel on pense très peu, individuelle et nationale, l'exploitation de la main-d'œuvre, la perte des connaissances de construction artisanale liées à l'utilisation de matériaux industriels, la discrimination et l'injustice climatique et d'autres formes de dégâts spatiaux et d'injustice sociale provoquées par l'industrie du bâtiment. Alors, examinons en détail ces processus de construction d'un bâtiment ordinaire. Donc, on commence en haut à gauche. On a un engin de chantier à essence qui creuse une parcelle non construite pour y implanter des fondations, ce qui bouleverse l'endroit, le paysage et le terrain de manière irréversible. La terre arable est enlevée et jetée,
éliminant sa capacité à capter le carbone et détruisant l'habitat d'innombrables vies non humaines. Le sol et sa couche vivante, les micro-organismes qu'il contient, l'écoulement et le ruissellement de l'eau qu'il facilite, le microclimat et la topographie sont tous affectés de manière permanente. La mémoire culturelle et biologique de la Terre est effacée. Ensuite, des matériaux à forte intensité énergétique sont utilisés pour la construction et à chaque étape, un effort humain est nécessaire pour extraire le sable, fabriquer les éléments préfabriqués, empiler les briques ou couler le béton sur place. Selon l'endroit où ce travail est effectué, c'est une main-d'œuvre précaire qui exécute cette œuvre, une main-d'œuvre exposée à des substances cancérigènes et toxiques et exposée au risque d'accidents mortels plus que dans tout autre secteur. Une fois construit, un bâtiment crée des surfaces imperméables qui limitent l'absorption des eaux de pluie et les flux d'air. Il continue à consommer de l'énergie par les appareils de chauffage, de climatisation, et puis bien sûr un effort humain produit par la main-d'œuvre bon marché en charge du travail domestique et de l'entretien. Enfin, à la fin de sa durée de vie moyenne, qui varie de 40 à 60 ans, c'est la statistique européenne, le bâtiment est démoli. Malgré ce que prétend l'industrie, très peu de ce bâtiment va être recyclé et la majeure partie de la structure devient des déchets qui représentent un tiers des décharges, de l'occupation des décharges dans le monde. Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux arrangements que la construction implique et aucun ne montre des signes de décélération puisqu'on le sait, le secteur de la construction anticipe une croissance globale considérable et on sait que l'utilisation des matériaux de construction devrait doubler d'ici 2060. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la répartition de la consommation d'énergie des bâtiments. Certains disent 50% sur l'ensemble de la durée de vie, provenant du carbone incorporé au début du cycle de vie, fabrication, transport des matériaux, processus de construction, ensuite l'entretien, la rénovation du bâtiment et lors de sa démolition. Et les 50% seraient liés à l'utilisation. Ce ratio varie d'un pays à l'autre. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on sait qu'on n'est pas sur la bonne voie. Sauf si on change tout. Et donc, pour remédier aux dommages engendrés par la construction, la nécessité de s'orienter vers une architecture qui serait non extractive est donc urgent. Je mentionnais la façon dont j'essaye d'utiliser différents médias dans mon travail. Et voici la couverture d'un court roman graphique que j'ai réalisé avec Zofia Derwewska, Architecture sans extraction, construire sans extraire, publié dans le magazine Architectural Review, alors que nous tentons de visualiser à quoi ça pourrait ressembler une architecture sans extraction. Ici, je voudrais m'arrêter pour définir le terme non extractif. C'est un terme qui est issu de l'économie. C'est un concept utilisé pour distinguer la valeur de la terre et du sol de son rendement productif, le sol de ce qu'il produit, par exemple. Et récemment, ce terme a commencé à faire référence à des pratiques économiques qui, je cite, remettent en cause le capitalisme extractif pour aboutir à un système qui fonctionne pour tous les membres de la société et pour notre planète. Joseph Grimat définit l'architecture non extractive comme, je cite, une architecture qui considère que l'épuisement inconsidéré des ressources finies n'est pas viable et qui explore la production d'une autre manière de vivre qui ne dépend pas des ruptures écosystémique à l'échelle planétaire, une citation tirée du livre Non-Extractive Architecture, Designing Without Depletion, auquel j'ai également eu le privilège de contribuer. Et donc j'aimerais élargir cette définition de la non-extraction à une architecture qui cesse de dépendre de toute forme d'extraction, donc humaine ou culturelle, et qui s'attache à réparer les effets néfastes que celle-ci génère. Donc une architecture non extractive s'interroge sur sa finalité et sa matérialité, mais aussi sur son modèle économique, ses structures juridiques, la répartition de ses bénéfices et son pouvoir de décision. Encore une fois, selon le GIEC, les émissions de carbone doivent être réduites de 45% d'ici à 2030. Je pense qu'on peut être d'accord que ça ne va pas être possible si on continue à faire ce qu'on fait. Donc une architecture non extractive vise cet objectif, ce qui résume ce à quoi mes recherches, mon enseignement et mon militantisme actuel sont consacrés. Alors comment s'engager et faire face à ces effets pour aller vers des avenirs non extractifs? Les architectes peuvent s'orienter vers la protection de l'environnement construit, mais aussi social, en dépassant le cadre d'une activité obnubilée par la forme, tout en œuvrant vers des matérialités circulaires,
favorisant l'usage des matériaux de construction biosourcés et durables, mais aussi réorienter les chaînes d'approvisionnement des matériaux vers ceux à faible émission de carbone. Cela signifie s'engager dans une pratique spatiale critique, non extractive, qui interfère et aussi ferraille avec et contre les cadres standards de la discipline et les remet en question, qui interroge le cahier des charges et les attentes du projet, qui utilise nos outils de dessin et de représentation pour réorganiser les structures hiérarchiques du chantier, de l'agence, des écoles, et qui renégocie ses conditions juridiques et financières de manière proactive. Donc, s'engageant dans tout format, une pratique spatiale critique n'est pas définie par ce qu'elle construit ou ce qu'elle refuse de construire, mais par ses actions, des actions qui s'étendent de la production de recherche classique, donc des articles publiés dans des revues scientifiques, des livres ou des actes de conférences, à la conception de projets, bien entendu, à la production de dessins, de diagrammes, de bandes dessinées, d'articles d'opinion et de provocation, ainsi que des expositions ouvertes au public, à la conception pédagogique d'ateliers, séminaires, groupes de lecture, écoles d'été, engagement institutionnel, ainsi que bien sûr sur les réseaux sociaux. Cependant, pour s'engager dans cette pratique spatiale critique, cela nécessite une connaissance approfondie et détaillée des structures de pouvoir, des systèmes et des acteurs qui propulsent et qui déterminent l'industrie de la construction en tant que système global. Ici, une version un peu plus raffinée de ce système que je vous montrais tout à l'heure. En utilisant le foncier comme fil rouge, on vise à articuler la production de l'espace comme une chaîne permettant d'intervenir à des moments, et je reviendrai, à des points de levier structurels précis. Nous cherchons à répondre à la question de où et comment agir pour transformer l'industrie en un secteur moins dévastateur. Et ça peut être paradoxal, mais je crois que parce que nous sommes complices de ces dommages, les architectes, ou l'architecture en tant que discipline, et donc les architectes en tant que praticiens et praticiennes, sont en bonne position pour dénoncer les problèmes au sein de ces structures complexes et peuvent concevoir les interventions requises pour remédier à ces dommages. Donc, les architectes, en tant que concepteurs et organisatrices de la construction, se situent au centre entre les clientes, les autorités locales, les entreprises fournissant les matériaux et les entrepreneurs, nous sommes aussi au fait des règlements et des outils juridiques. Nous sommes capables de faire des choix conscients en matière de forme, de matérialité et d'utilisation. Donc les architectes occupent une position privilégiée au sein de l'industrie grâce à une connaissance approfondie des relations entre conception, chantier et technologie. Nos compétences organisationnelles nous permettent donc de remettre en question l'extractivisme en tant que projet planétaire, une condition que nous avons également contribué à créer. Dans cette optique, l'objectif est donc de mobiliser l'architecture dans des stratégies qui visent à décarboniser la chaîne d'approvisionnement de la production spatiale, une étape urgente. Donc si d'un point de vue conceptuel, cette articulation de l'espace lui-même en tant que marchandise a déjà été conceptualisée depuis l'important ouvrage d'Henri Lefebvre sur la production de l'espace, ou avec des ouvrages plus récents tels que celui de Neil Brenner, Planetary Urbanization, la déconstruction méthodique des systèmes qui sous-tendent cette production et la vision interconnectée de l'espace qui en résulte, en savoir que l'environnement bâti est produit en tant que marchandise par un ensemble d'acteurs qui traitent la terre, les matériaux et la main-d'œuvre en système total, n'a pas été encore pleinement entreprise. Et donc parmi les ouvrages réalisés par des chercheurs et des chercheuses qui tentent de démêler l'histoire des matériaux et l'exploitation, je veux citer Aluminium Dreams de Mimi Scheller ou Reciprocal Landscape de Jane Newton, qui démêlent l'histoire des flux de matériaux et met à jour les réalités de l'exploitation qui se cachent derrière les méthodes violentes de fabrication de l'environnement bâti. Également, je veux mentionner les recherches sur l'architecture, les matériaux et le travail, le labeur, tels que celui de Martine Arboleda sur l'impact territorial et social de l'extraction du cuivre, avec le livre Planetary Mine, et je signale le travail impeccable de Catherine Youssouf sur la géologie blanche et le rôle de l'esclavage dans les économies minières, avec son livre A Billion Black Anthropocenes Unknown, et un autre ouvrage utile en français, Sergio Ferro, dans Dessin chantier, que vous connaissez peut-être, qui discute du rôle de la pratique architecturale au service de la production de la valeur marchande et la violence faite aux ouvriers du chantier, qui font également partie des recherches essentielles qui remettent en question l'innocence de la construction et peut nous doter des outils critiques pour aborder la possibilité d'une autre pratique de la conception. Il y a des exemples. En 1996, l'agence d'architecture Lacaton Vassal a remporté un concours pour la rénovation de la place Léon Aucuc à Bordeaux.
Remettant en cause le cahier des charges, ils ont proposé d'intensifier les protocoles d'entretien de la place existante au lieu de démolir et de reconstruire du neuf. Une position qui montre que l'absence de construction, si elle est attachée à l'entretien de l'espace par exemple, peut être puissante et montre qu'on peut être architecte sans bâtir. On peut même gagner un Pritzker. Sophie Ricard du collectif d'architecture français Construire crée un précédent similaire pour un projet à Boulogne-sur-Mer. L'architecte s'est opposé à un mandat municipal qui prévoyait la démolition de 70 maisons en rangée que vous voyez ici pour les remplacer par de nouveaux bâtiments. Au lieu de cela, elle a présenté un autre calcul budgétaire aux autorités, les convainquant de réaffecter les fonds destinés à la démolition à la rénovation en fonction des besoins, des compétences et des ressources spécifiques des habitantes. Pour ce faire, elle a vécu sur place pendant plusieurs années. De telles approches critiques et proactives de la conception montrent qu'il est possible de remettre en question le déroulement d'un projet et ainsi d'établir un modèle critique dont on peut s'inspirer vers des pratiques moins extractives. Parmi d'autres résultats fructueux qui ont abouti à une réforme législative à plus grande échelle, citons la Town and Country Planning Association, une organisation britannique fondée par Ebenezer Howard en 1899 qui a mené des campagnes publiques, publié des ouvrages et fait du lobbying pour influencer les règlements d'urbanisme à l'échelle nationale et municipale en faveur des communautés pour des logements abordables et une gestion raisonnée à long terme des ressources et quelques-uns des guides produits pour les autorités locales et les citoyennes ici. Un autre exemple que je souhaite mentionner pour illustrer comment une action ciblée peut réformer la discipline par le biais de l'enseignement de l'architecture est illustré par le Parity Group qui œuvre pour un changement de culture et l'élimination des logiques patriarcales dans les écoles d'architecture. Une initiative de terrain au département d'architecture de l'ETH Zurich a été lancée en 2014 par des jeunes enseignants vacataires dont je faisais partie, qui organisent depuis lors les Parity Talks chaque année, un congrès consacré à l'égalité des genres, des races, des classes au sein de l'école. Le groupe a établi un plan d'attaque pour améliorer la diversité dans l'école, un objectif partiellement atteint, en créant une commission sur la parité et la diversité, en exigeant la parité et la diversité dans les examens, les jurys d'ateliers, les invités et les enseignants, ainsi que dans les programmes d'études. Ce groupe a eu un impact réel sur cette prestigieuse institution en changeant la conversation sur l'égalité et la diversité bien au-delà de l'école et a été récompensé par le prix Merit Oppenheim très récemment. Donc en gardant cela en esprit, je voudrais revenir sur ce diagramme pour être plus spécifique sur ma propre approche, une pratique spatiale critique, Critical Spatial Practice, et je vais aborder brièvement l'un de ces projets qui est un travail en cours. En mars 2020, le monde s'est arrêté. Mais pas tout. Les violences policières, les travailleurs ubérisés et le personnel sanitaire ont continué, bien sûr, mais aussi les chantiers, à quelques exceptions près. Et la première leçon du coronavirus a été aussi la plus stupéfiante. La preuve est faite, en effet, qu'il est possible en quelques semaines de suspendre partout dans le monde et au même moment un système économique dont on nous disait jusqu'ici qu'il était impossible à ralentir ou à rediriger. Il s'agit d'une citation, un texte publié en mars 2020 au milieu du verrouillage mondial par le philosophe français Bruno Latour. Il appelait à une remise à zéro. Il affirmait que si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon. Mais alors que les chantiers ont continué leur activité, la pause offerte par la pandémie pour remettre en question notre modèle de société comme le préconisait Latour n'a pas eu lieu et ces questions critiques concernant l'environnement bâti sont restées sans réponse. L'appel à un moratoire sur les nouvelles constructions est un dispositif perturbateur qui a émergé de cette période, visant à interroger la manière dont nous construisons, ce que nous construisons, où nous construisons, pour qui nous construisons et pour combien de temps nous construisons. Le moratoire dit ne pas démolir, ne pas construire du neuf, construire moins, construire avec ce qui existe, l'habiter différemment et en prendre soin. Pour remédier aux dommages causés par la construction, la nécessité de s'orienter vers cette architecture non extractive est incontestée. Alors arrêtez la construction, évidemment, et voici une simulation sans surprise d'une baisse de la construction par rapport au scénario business as usual, où une diminution de l'utilisation des matériaux et des émissions de carbone est modélisée. Mais après, qu'est-ce qui doit être modifié de l'accès au logement au changement de valeur dans l'industrie ? Nous cherchons à montrer comment un gel de la construction peut être un outil pour ralentir les dégâts tout en construisant la contre-réalité d'un avenir non extractif.
Lors de la première table ronde, puisque le moratoire a d'abord été un cycle de 4 tables rondes, ici à Harvard, l'architecte sud-africaine Ilse Wolff a montré l'image d'une autoconstruction, une femme en train de bâtir une matchehus, une maison en bois, la maison traditionnelle des peuples Nama d'Afrique du Sud, afin de poser la question: quel était le type de construction qui devait être remis en question? Qui était légitime pour émettre un tel appel? Et d'autres questions clés et quelques réponses. L'initiative s'appuie sur plusieurs plateformes et formats, un site web, des publications, des entretiens, des conférences, des débats publics, des concours, des pédagogies. Elle vise à faire évoluer la discussion sur l'industrie, à établir des précédents pour faire de ces questions de bâti et d'urbanisme des affaires à débattre publiquement, cherchant à décadenasser les savoirs. C'est aussi un outil à utiliser dans les espaces où les prises de décision sont faites, à en discuter avec les clientes, les décideurs politiques, en passant par les étudiantes, les architectes et les citoyennes, puisque l'environnement bâti est une question qui concerne tout le monde. En ce qui concerne la pédagogie en particulier, je voudrais mentionner Stop Building, un atelier dont l'énoncé est la suspension de toute nouvelle construction. La première mouture a eu lieu à Harvard en 2022 et au semestre précédent, au printemps, à l'EPFL, avec Lausanne comme étude de cas. Car en dehors de la construction de nouveaux bâtiments, une multitude de nombreuses approches sont possibles. De la conception de nouvelles lois qui intègrent le calcul du carbone contenu dans le parc immobilier existant, ou une réflexion sur des formes de projets qui montent et démontent les éléments existants, ou qui dessinent des protocoles d'entretien des bâtiments, à la remise en question des lois patrimoniales au-delà de la valeur historique, du goût et de l'esthétique, à la mise en place de stratégies d'abandon et de penser en amont la dégradation des bâtiments, à la conception de méthodes contre la vacance des logements, à des modes de redistribution des richesses immobilières, à des projets qui visent à inciter la vie collective et au mode de vie en coopérative. Le studio vise à libérer toute la force de la conception et de l'imagination des architectes en devenir pour retravailler notre environnement bâti et non bâti vers des avenirs non extractifs. Voici donc un de ces projets développés qui remet en question la démolition d'une bretelle d'autoroute à Austin, au Texas. S'appuyant sur le concept de Sarah Ahmed de mécontentement comme forme de résistance et prenant les griefs de la communauté comme mandat, ici le long de l'autoroute à démolir une carte des plaintes, le projet conçoit une stratégie politique qui impose un moratoire à la fois sur la démolition et sur les nouvelles constructions, avec une série de mesures pour lutter contre les récits trompeurs de la mobilité post-pétrole qui servent à camoufler les projets de gentrification et des opérations lourdes en CO2. Le projet propose un design anti-éco-blanchiment qui écoute la communauté, y compris ceux qui ne sont généralement pas entendus, les personnes non logées, les enfants, les abeilles. Fusionnant les cadres légaux et les mesures écologiques, le projet s'attaque aux inondations, à la dégradation de l'environnement, et ce qui émerge est un futur envisageant une cohabitation pacifique entre les non-humains, les humains et nos infrastructures obsolètes. Il montre également que défaire, raccommoder et réparer le monde font partie du mandat de l'architecture. L'entretien est également un autre sujet étudié ici avec un projet pour Mumbai qui s'attache à concevoir des protocoles d'entretien tels que le nettoyage, l'enlèvement des ordures, la peinture et la réfection des enduits, et des travaux de réparation, le remplacement des bardeaux cassés, le redressement des structures, l'invention d'interventions stratégiques telles que des arrangements de cohabitation et des équipements partagés, et des ajouts visant à accroître l'autonomie sociale avec des cuisines communautaires et des crèches, pour enfin renforcer les réseaux de voisinage en mettant en commun les capitaux, en partageant les installations. Ce projet conçoit une stratégie de réparation complète, à chaque échelle, de la maison à la ville, qui plaide en faveur d'un changement de valeur, le travail d'entretien ayant plus de valeur que la nouveauté, et qui soutient que l'entretien est aussi une tâche de conception. Dans notre atelier, le semestre passé à l'EPFL, avec le cas de Lausanne, l'énoncé de l'atelier est donné par la ville, qui annonce une croissance de population de 31 000 habitants d'ici 2030. Nous y répondons sans construction de nouveaux logements. Par exemple, ce groupe d'étudiants a étudié l'inoccupation, la vacance et soutient, je cite, que si les faibles taux de logements vides officiels indiquent une pénurie, les formes non comptabilisées d'inoccupation urbaine sont en réalité un nouveau stock potentiel d'espace, des unités immédiatement habitables à celles qui nécessitent des travaux de rénovation. Le groupe identifie une série de ces espaces allant des chambres vides dans les maisons individuelles et les appartements, aux maisons abandonnées, aux bateaux sur les lacs, aux bureaux, aux hôtels, aux parkings, etc. et suggère qu'il y a largement de quoi accueillir ces 30 000 nouveaux arrivants sans construire.
Ces sujets examinés dans mes pédagogies font écho aux 9 demandes qui forment les 9 chapitres d'un livre qui sera publié en 2024 par Sternberg et MIT Press, un moratoire sur les nouvelles constructions. Donc, suspendre la construction, bien sûr. Chaque bâtiment représente un gouffre béant de matériaux arrachés à la terre, détruisant directement ou indirectement autant les nappes phréatiques que les habitats humains et les écologies non humaines. Chaque bâtiment contient le germe de l'hypothèque et de l'endettement. Chaque bâtiment empiète sur la vie des humains et de non-humains. Pourtant, les processus qui correspondent à cette destruction, en premier lieu le transfert des matières premières vers le bâti, ont longtemps été considérés comme un mal nécessaire, sans lien direct avec la discipline, l'éducation et la pratique de l'architecture. L'appel à un moratoire sur les nouvelles constructions découle de l'urgence. Mais arrêter de construire ne signifie pas ne rien faire, bien au contraire. Loger l'humanité. Parce que le logement est un droit et l'obligation des disciplines de la conception, celle-ci se trouve dans un dilemme. Comment faire la part des choses entre le besoin de logement et la destruction produite par les activités de construction? L'abandon du diktat du neuf comme solution unique à la crise du logement nous orienterait vers une quantité d'autres voies. Les 224 milliards de mètres carrés de surface de plancher des habitants des bâtiments existants dans le monde constituent l'immense patrimoine immobilier dédié à loger notre espèce, un atout à mobiliser vers des modes de vie moins extractifs. S'il est réparti de manière inégale, le réaménagement et la conversion de ces espaces existants en logements abordables, sûrs, agréables et sans voiture, au lieu de nouvelles constructions, pourrait devenir l'ossature centrale pour une réinvention complète de notre paysage résidentiel, réparant des décennies d'injustice immobilière. Pour les architectes, cela signifie la mobilisation de nos compétences pour réorganiser les formes économiques, les cadres juridiques, mettre en œuvre des transformations structurelles et retravailler les protocoles réglementaires tout en proposant des formes de redistribution spatiale à toutes les échelles, du domestique au territorial, en collaborant avec d'autres disciplines et en tissant des solutions ensemble. Face à cet inventaire global de masse construite, la tâche qui nous attend est immense. Changer de système de valeurs. La reconsidération du régime de construction existant va de pair avec le changement de notre système de valeurs actuel. Si l'acte le plus durable est de garder ce qui existe déjà et de laisser les ressources et les matières premières non extraites, le pétrole dans le sol, la bauxite sous les forêts tropicales, le charbon sous les champs allemands et ainsi de suite, suspendre la construction limiterait la course aux matériaux tout en remettant en question les récits solutionnistes teintés de techno-enthousiasme établis autour de nos sociétés. En libérant la main-d'œuvre du bâtiment de la construction neuve, sa force de travail et son expertise peut être entièrement réorientée vers la rénovation, l'isolation, la réinvention, la réhabilitation et la production de matériaux biosourcés à faible teneur en carbone, par exemple. Pour les architectes, il s'agira de réinventer le calcul des honoraires pour facturer le travail du soin, de réinventer complètement, en fait, ce travail. La plus grande valeur étant donnée à ce qui est déjà là, et le travail le plus précieux est donc d'en prendre soin, des citoyennes aux architectes. Arrêter d'extraire. Pourquoi et pour qui construit-on? Un moratoire peut-il être global? À l'échelle mondiale, avec la surproduction de bâtiments d'un côté et un manque de logements de l'autre, on pourrait supposer qu'un moratoire sur les nouvelles constructions devrait être limité aux pays qui polluent et extraient le plus, ceux qui disposent d'un parc immobilier important, ce qui reviendrait à diviser les pays en fonction de leur PIB. Pourtant, dans de nombreuses régions, les taux élevés de logements vacants, qui s'expliquent par des conditions locales spécifiques variées, montrent qu'il est nécessaire de nuancer. Souvent, le leitmotiv de la pénurie de logements cache la réalité d'une activité de construction inadéquate, avec de nouveaux appartements largement destinés soit aux touristes, soit aux classes supérieures du marché, ou simplement pour le stationnement des capitaux. Ce qu'Olifamu Taiwo articule par la capture des élites est démontré par la façon dont le capitalisme de connivence déployé par les élites politiques, sociales et économiques au service de leurs intérêts, aux dépens de la communauté au sens large, prend des formes construites. J'entends aussi cet appel à arrêter l'extraction au-delà de celle des ressources, mais qui sous-tend aussi l'extraction des richesses, des corps et des cultures, qui comportent des effets négatifs plus complexes. Révolutionner l'industrie du bâtiment. Il est terrifiant de se dresser contre une économie qui représente 10 000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Révolutionner la construction implique une refonte profonde des modes de production de l'espace, chercher des modes de financement non basés sur l'endettement et l'hypothèque,
une réécriture complète des normes de confort thermique, réinventer les processus de conception pour incorporer la décarbonisation des matériaux, des méthodes de construction et du chantier, la refonte des programmes d'attribution des logements, etc. Construire engage une responsabilité collective qui ne concerne pas que les architectes. Les investisseurs, l'État, les collectivités locales, les élus, les clientes, les fabricants de matériaux, les transporteurs, les entreprises du BTP, les promoteurs, ainsi qu'une fois construit et habité, les entreprises de démolition et de recyclage. C'est une chaîne d'approvisionnement complète où tout le monde est responsable à tout moment et les architectes sont placés à un point charnière de cette chaîne. Dans son serment pour les architectes et les planificatrices, le praticien pakistanais Arif Hanzal explique clairement, je cite, « Je ne ferai pas de projet qui endommage irrémédiablement l'écologie. Je ne ferai pas de projet qui augmente la pauvreté et déplace les gens. Je ne ferai pas de projet qui détruise l'espace public interclasse. La promesse d'une pratique entièrement révolutionnée, c'est-à-dire éthique et à basse consommation, s'oppose à l'idée que la nature est à la fois la toile de fond et le fournisseur de notre projet humain, questionne la fuite en avant économique pour articuler une véritable durabilité dans la construction, une pratique qui est politique par nature. Réparer l'agence. La complicité des agences d'architecture dans l'injustice sociale et la crise climatique ne peut être ignorée. Une grande majorité de ces structures fonctionnent sous des formes patriarcales et hiérarchiques du travail, basées sur la paternité homonyme du projet, une culture de l'épuisement et des mauvaises conditions de travail. Je crois le modèle obsolète. L'agence aujourd'hui n'est pas équipée pour répondre à l'urgence climatique. Il faut sortir de l'exclusivité de l'expertise de ce qu'il faut construire et comment le faire, s'ouvrir à d'autres formes de construire autrement. Peut-on réparer ces structures existantes avec générosité ? Des efforts collaboratifs et collectifs nécessaires existent qui montrent qu'il est possible de faire face à la crise à laquelle nous sommes confrontés. Des exemples récents, tels que Rotor et Assemble, qui centrent la réutilisation des matériaux et la construction participative et montrent que d'autres manières d'être une agence existent, dans ce cas collectif et coopératif. Le bureau catalan L'Acol, connu pour la mise en place et la conception de coopératives du logement, est lui-même organisé structurellement comme une coopérative de travail avec des salaires égaux distribués entre les membres. L'agence Guai Guai, située sur les territoires Karen à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, paye le même salaire aux architectes et aux travailleurs sur le chantier. De nombreuses pratiques, telles que l'agence Usina, enregistrée en tant qu'ONG, ne cherchent pas à faire du profit, et les subventions et les dons servent à couvrir les coûts opérationnels et les salaires. Au lieu de rester niche, ces pratiques se doivent de devenir courantes, banalisées. Leur modus operandi doit être communiqué via des manuels d'instruction en libre accès et enseigné dans les programmes d'architecture. Ce changement nécessite un examen approfondi des conditions de travail et des relations de pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. En tant que contre-tactique au fonctionnement problématique de l'agence, une approche féministe, intersectionnelle et collective montre la voie pour que nos pratiques architecturales soient libérées, écologiquement durables, actives contre les injustices structurelles que notre discipline perpétue chaque jour. Il n'existe peut-être pas de solution miracle pour remplacer le bureau tel que nous le connaissons, mais plutôt une myriade de contre-pratiques convergences qui ne construisent pas, construisent moins, construisent avec l'existant et en prennent soin. Réformer l'université. L'enseignement contemporain de l'architecture détient aussi la clé de nombreuses réponses, mais il est en proie aux mêmes problèmes qui empêchent l'ensemble du secteur d'évoluer. Par exemple, une quantité limitée de références est donnée, dans une quantité limitée de méthodes d'enseignement, citant une quantité limitée de figures emblématiques en théorie et en pratique, c'est le canon. On s'est privé de tout un répertoire d'autres solutions et d'autres manières de faire architecture qui ont été considérées comme secondaires, primitives ou subalternes. Tout cela doit changer pour parvenir à décadenasser les savoirs et accéder à une multitude d'alternatives à la façon dont nous répondons aux problèmes de la conception. Des solutions climatiques trouvées dans l'architecture vernaculaire mondiale, au système d'organisation collective articulé par des penseuses féministes ou des communautés indigènes, le catalogue ingénieux de l'habitat humain est vaste mais occulté. Ainsi, réinventer le format de l'atelier, remettre en question le format de la critique du projet en faveur d'autres méthodes d'évaluation, apprendre et désapprendre ensemble, discuter des matériaux de construction du point de vue de l'extraction coloniale, aborder l'artisanat traditionnel sous l'angle des questions sociales, raciales et de genre sont quelques-unes des 1000 façons dont nous avons la possibilité d'apporter des changements profonds à nos institutions éducatives, aussi grâce aux politiques d'embauche et d'admission.
Pour paraphraser Fred Moten, il n'est peut-être pas possible de décoloniser, dépatriarcaliser et décarboner l'université, mais ses travaux décoloniaux, émancipateurs et véritablement axés sur la durabilité doivent être menés au sein de l'institution. Ne pas creuser. Suspendre la production de nouvelles constructions permet de réexaminer non seulement l'extraction et la démolition à l'échelle planétaire, mais implique aussi une politique de non-creusement. Cela permet de reconsidérer la terre, le sol et les couches fertiles pour ce qu'elles sont précieuses. Citant Hélène Ingham, une poignée de terre saine peut contenir des millions de vies de 10 000 espèces différentes. On imagine donc que ne plus creuser signifie éviter à des territoires entiers de perdre leur richesse écologique, signalant le grand retour du terrain vague, de la jachère, de l'inculture, que les disciplines de l'architecture et de la planification ont longtemps perçu comme un terrain inerte et passif, un terrain de jeu sur lequel le design peut se déployer. Traiter le sol et ses organismes avec le respect qu'ils méritent passe par refuser de le détruire. Aujourd'hui, nous vivons déjà sur le futur du passé, et c'est dans notre présent que nous préparons le déchet de ce futur, d'où l'urgence à cesser de défricher et à ne plus creuser. Prendre soin. Dans nos sociétés qui cherchent à se renouveler constamment, entretenir ce qui existe n'est pas valorisé. Les actes d'entretien, de nettoyage et de réparation sont perçus comme sales et dégradants et sont en grande majorité effectués par des travailleurs racisés et genrés mal payés. Pourtant, la maintenance contient une dimension politique. Elle est l'arme discrète des laissés pour compte du monde, un travail radical au quotidien, fait de gestes et d'activités répétées, non vues mais essentielles. Si elle venait à être enfin considérée comme une des voies vers une véritable durabilité, la maintenance offrirait à l'architecture la possibilité de réévaluer complètement la chaîne de production de valeur de la production spatiale, montrant une issue, une alternative à la consommation de ressources générées par l'industrie de la construction. L'acte évident mais radical n'est donc pas de construire, mais de valoriser et de concevoir des protocoles de soins et de réparation permettant au monde de continuer à avancer chaque jour en appréciant ceux et celles qui le font fonctionner. Ainsi, nous œuvrons en faveur de changements radicaux dans la manière dont l'espace est produit, peut-être plus une réparation ou une révolution qu'une réinvention. Ces 9 demandes se rejoignent avec des points de pression systémiques, situés le long de la chaîne de la production de l'espace. En s'inspirant de la définition de Donella Meadows des points de levier ou d'intervention dans un système, je cite, « Ces points sont situés au sein d'un système complexe, une entreprise, une économie, un corps vivant, une ville, un écosystème, où un simple changement dans une situation peut produire des grands bouleversements dans tous les domaines. » Pour conclure, nous travaillons à de multiples échelles pour identifier les moments clés, les moments de réparation, en visant un effet maximum, en cherchant à affecter cette chaîne d'approvisionnement de la production d'espace, comme par exemple sur les modes de financement, les législations, les standards et les normes de la construction, les réglementations sur les matériaux, les pratiques de conception et d'éducation avec les outils des architectes et l'ingéniosité de la profession. Nous visons donc avec des interventions à des futurs non extractifs pour qu'il y ait un futur tout court et en s'assurant que l'architecture et l'industrie du bâtiment soient pleinement engagées dans ce travail. Merci. Donc, il y a des questions dans la salle qui mûrissent. Il y a toujours un peu un effet choc. Ou digestion, je sais pas, un des deux. Merci beaucoup, Charlotte, pour la conférence. J'imagine, alors ça fait déjà plusieurs années, non, que tu travailles sur ces questions. J'imagine que tu as parlé devant des architectes plusieurs fois. Est-ce que tu as aussi eu l'occasion de parler devant d'autres publics, justement, parce que comme ceci concerne, ces changements nous concernent, mais concernent tout l'écosystème des politiques, des maîtres d'ouvrage, des
des compagnies, d'entreprises de production de matériaux. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec ces gens? Et si oui, quelle était, on va dire, la capacité d'écoute ou de dialogue? Voilà. Merci. Oui, c'est vrai que je prêche souvent des convaincus. Mais alors, les architectes praticiens, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des conversations. J'ai parlé à Fribourg il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Alors, j'avais peur d'être mangée à une conférence organisée par la FAS il n'y a pas très longtemps au canton de Vaud. Et en fait, alors pour les praticiens, c'est une vraie question en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont très conscients de l'urgence dans laquelle on se trouve et du fait qu'il faut changer. C'est plutôt une question de quelles sont les solutions, comment on fait pour avancer. Donc là, en général, c'est plutôt bien reçu. Alors l'industrie, c'est complètement différent parce que ça m'est arrivé, par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à Munich où c'était une conférence où il y avait beaucoup d'acteurs de l'industrie. Alors ça a été une incompréhension complète. Je pense qu'il y a une réelle difficulté à imaginer qu'un futur économique peut exister sans construire, ou en tout cas en remettant en question la construction. Ça, c'est très difficile. C'était très courageux de la part des gens qui m'ont invité d'ailleurs. Parce qu'ils savaient que ça allait pas bien se passer. Mais après, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Ça, c'est vraiment, par contre, le problème. Alors, avec les politiques, ça se passe, ça dépend lesquels, mais ça peut se passer très bien. J'ai, par exemple, eu des bonnes conversations avec quelques représentants du peuple au Parlement, qui, par exemple... alors, je vais citer, je pense, c'est Adèle Torrance, qui m'avait dit qu'elle pouvait me dire en toute honnêteté qu'elle ne pensait pas du tout que le Parlement était prêt à voter un moratoire sur la construction, mais que par contre, la radicalité du propos était un signal important pour les politiques et comprendre que l'urgence était réelle et qu'il fallait avancer un petit peu plus vite sur les questions de législation, de comment gérer les matériaux, etc. Enfin, elle travaillait en particulier sur... je pense, le recyclage des matériaux de la construction, et elle était très fière d'avoir réussi à faire passer une loi. Je crois ça faisait 10 ans qu'elle travaillait dessus. Du coup, il y avait une discussion aussi sur la temporalité des changements légaux, en fait. Et après, alors, le commun des mortels, les gens qui ne sont pas architectes, il y a toujours un petit moment de doute sur comment est-ce qu'on peut être architecte et dire qu'il faut arrêter de construire. Est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire ? Mais en fait, si on s'engage dans la conversation, au contraire, je pense qu'il y a une richesse de la discussion qui émerge très rapidement. Mes collègues à l'EPFL, c'est pas gagné. Je dirais, pareil, il y a un peu un moment de doute, et puis après, c'est surtout lié à la manière dont on va pouvoir gérer l'augmentation des populations mondiales, en fait. Qui remet en question, qui est remise en question en fait, la question de comment est-ce que si on arrive à si on continue à grandir en tant qu'espèce en fait, comment est-ce qu'on va se loger. Et après c'est vrai que j'essaie d'en parler un petit peu, c'est vrai que les chiffres montrent qu'en fait ce qui est construit ne va pas aux gens qui en ont besoin, donc c'est pas forcément parce qu'on construit. Je pense que l'exemple de la Chine, par exemple, qui montre bien qu'il y a eu un espèce de boom de l'immobilier avec des centaines de milliers d'appartements vides, en fait, qui sont ensuite démolis pour recapitaliser, montre bien qu'en fait, on est dans une logique qui n'est pas du tout liée à remplir des besoins d'habitation, mais qui est uniquement liée à des recapitalisations, au système capitaliste et la manière dont les capitaux ont besoin d'un endroit où aller. Et donc, en fait, je pense qu'il y a c'est pour ça que l'industrie le reçoit pas bien, c'est parce qu'en fait, il y a une critique sous-jacente du système économique mondial, en fait. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer d'élaborer mon propos en te posant la question, donc ça risque d'être un peu
un peu flou, mais je rebondis un petit peu sur un des derniers thèmes que tu as abordé avec l'ingéniosité de la profession et puis réparer l'agence, réparer l'université. Dans ton travail d'enseignement et notamment là dans le semestre que tu mènes à Lausanne, tu pars du principe du point de départ de ne pas construire et puis on voit comme on peut réinventer le rôle de l'architecte pour justement aller chatouiller les différents points de levier que tu identifies. Donc on imagine assez bien comment l'architecte peut aller influencer la politique. On voit des exemples comme Rotor qui se substitue d'un coup à des fournisseurs. Au travers des exemples que tu développes avec tes étudiantes et étudiants, est-ce que tu as d'autres pistes comme ça à nous donner? Oui, et ben on a eu beaucoup de propositions. Il y avait une réflexion très marquée sur utiliser l'existant et par exemple il y avait un projet qui réfléchissait à comment est-ce qu'on peut rendre désirable l'habitat en colocation au-delà de ce qu'on connaît, par exemple. Donc aussi, je pense, l'idée de mettre la forme au service de ces nécessités, par exemple, de densifier, mais que ça ne devienne pas quelque chose d'invivable, par exemple, pas du tout. Donc c'était, par exemple, il y avait tout un travail sur comment, si on a une salle de bain partagée, la salle de bain est traitée comme une espèce de spa incroyable, avec un luxe incroyable, par exemple, dans la manière dont c'est pensé, etc. Donc on arrive à aussi rendre la vie en copropriété ou en colocation, par exemple, comme quelque chose de désirable. Donc c'était tout un travail sur ça. Après, on a eu des exemples plus radicaux où on avait des projets qui traînaient l'État en justice pour, par exemple, les 9, je me souviens plus de la somme exacte, mais de l'argent lâché pour sauver Crédit Suisse, comme étant en fait, donc il y a un peu une construction légale qui dit que en fait, l'immobilier de Crédit Suisse, puisqu'il a été sauvé par l'argent public, devrait devenir public. Donc c'est tout un travail sur comment transformer le portfolio d'immeubles Crédit Suisse à Lausanne en copropriété et en coopérative. Et c'est un travail très intéressant, très radical. Mais en même temps, ça montrait bien que on devrait demander beaucoup plus de comptes sur la manière dont notre capital social est utilisé. Après, il y avait des exemples aussi radicaux qui partaient du principe qu'on n'utilise pas assez l'existant. Et aussi qui pleut toujours sur ceux qui sont mouillés. Et donc qui regardaient à intervenir sur les quartiers les plus riches de Lausanne en utilisant l'outil de la réquisition. Et mais après, en faisant ça de manière très sensible, c'est-à-dire, par exemple, si on installe des escaliers sur les façades, on peut rendre accessibles des pièces dans les appartements sans forcément troubler la manière dont les gens habitent. Donc c'était fait de manière très généreuse d'ailleurs. C'est par exemple un de ces exemples-là. Et puis après, je dirais des trucs plus classiques où on part du principe que on a déjà tout ce qu'il faut en manière de matériaux de construction et qu'il suffit de déplacer certaines choses pour... ça c'est peut-être plus déconstructiviste d'une certaine manière, mais si on déplace par exemple les murs entre les propriétés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à avoir des manières d'habiter plus conviviales? Est-ce qu'on arrive à partager les infrastructures, etc. etc. On casait sans problème nos 30 000 nouveaux habitants, sans vous dire. Donc c'était vraiment, en fait, ça a été un exercice très fructueux, je dirais, de réflexion sur remettre en question ce diktat de on est obligé de construire du neuf parce qu'on n'a pas d'existant. Après, il y a une dimension politique évidente, c'est-à-dire quelles vont être les politiques assez courageux pour défendre des remises en question de la manière dont on habite ou de la propriété.
alors on sait que l'État sait le faire, puisque on donnait en exemple les opérations d'intérêt national, qui est un exemple légal qui existe en France, par exemple, où la propriété est suspendue dès qu'il y a un projet d'État à hauteur de l'intérêt dit d'État, où en fait on exproprie des centaines de personnes pour construire des villages olympiques par hasard, comme un exemple. Mais donc pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas d'utiliser certains outils légaux? Bon, c'est pas très populaire politiquement, mais en même temps, c'est une réflexion sur le long terme et le court terme, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive comme ça à changer radicalement la manière dont on occupe l'espace et par cette manière on arrive à décarboniser, ou on attend que tout s'effondre? C'est un peu, voilà, c'est du long terme contre du court terme. Oui. Peut-être une question qui va aussi un peu dans le sens de ce que tu es en train de parler. Il y a dans la sous-exploitation de nos logements, il y a quelque chose qui est assez classique, c'est les personnes âgées qui souvent habitent dans des appartements qui sont trop grands et qui seraient même d'accord de partir s'ils trouvaient dans le quartier ou dans un environnement social qui est le leur et où on ne peut pas les déraciner, un logement à prix équivalent, voire inférieur. Et ça, c'est un problème qui est connu depuis longtemps, et puis en même temps, il n'y a personne qui s'attaque parce que ça affronte la propriété proprement dit, et puis le fait que je puisse louer mon logement à n'importe quel prix. Donc très vite, on est quand même dans des propos très politiques, et on peut proposer des modèles, mais de l'action immédiate est difficile dans ce contexte-là. Oui, c'est vrai. L'action immédiate est difficile. Après, c'est un peu la question générale, c'est-à-dire quel est le rôle de l'architecte? Est-ce qu'on arrive aussi à proposer d'autres modèles qui peuvent être communiqués aux politiques? Est-ce qu'on arrive aussi à faire avancer le discours de manière générale? Est-ce que c'est un peu pour ça que j'ai donné l'exemple d'Adèle Thorens, dans le sens où est-ce que si on arrive à avoir une conversation productive avec les politiques, est-ce qu'on arrive à faire avancer les choses? Je pense que Isabelle, tu as beaucoup travaillé sur la manière dont on repense les bureaux, par exemple. Quels sont les modèles, quels sont les changements légaux qu'on arriverait à comment dirais-je, à mettre sur la table, en fait. Personnellement, moi, je suis très intéressée par tout ce qui est lié aux matériaux, en fait. Donc, plutôt que on travaille aussi sur ces questions d'usage qui sont liées un peu à la provocation du moratoire. Donc, on dit, on n'est pas obligé de construire du neuf. Regardez, on a toutes ces solutions. Mais par exemple, légalement, dans les moratoires, moi j'ai une alerte Google pour le moratoire sur la construction qui remplit ma boîte mail tous les jours, parce qu'en fait, les moratoires sur la construction, il y en a tout le temps, partout. Sauf qu'en général, ils sont limités à des zones. Et puis très souvent, c'est lié à des problèmes d'infrastructure, c'est-à-dire que la construction va trop vite pour les infrastructures publiques. Donc, ils arrêtent la construction en disant on peut pas vous connecter au réseau des eaux usées, etc., etc. On attend. Ou alors, c'est des trucs beaucoup plus politiques. Par exemple, Hawaï a un moratoire sur les hôtels depuis 2 ans. Bon, après, avec ce qui s'est passé récemment, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont reconstruire, etc. Est-ce qu'ils vont lever le moratoire pour construire? Je ne sais pas, mais il y a aussi des moratoires politiques mis en place. Donc ça, c'est la partie moratoire et qui est un peu liée aussi à la question de l'usage de l'existant. Après, dans l'action immédiate, moi, je pense qu'il y a un vrai terrain qui est un peu abandonné par les architectes, qui est tout ce qui est lié aux normes de matériaux et, par exemple, à l'épaisseur des matériaux, toute la discussion sur la minérgie, tout ça, qui, à certains niveaux, a été quand même très... qui est considéré comme quelque chose qui n'est pas vraiment de notre ressort, ou alors il y a un peu des spécialistes qui s'en occupent et qui sont qui sont à la SIA, qui discutent de ça, mais finalement on arrive à des normes, surtout en Suisse, des normes d'utilisation de matériaux qui sont beaucoup trop
beaucoup trop restrictive par rapport à ce que c'est et qui utilise beaucoup trop de matériaux. Enfin, le triple vitrage, par exemple, c'est même prouvé que pour la santé mentale des gens, il faut entendre la ville, en fait, par exemple. Donc, on sait très bien qu'en fait, c'est une erreur. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous par rapport au système politique. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir où est-ce qu'on peut agir. Ça fait partie des choses qui sont assez proches, plus que, par exemple, de lancer un débat sur... mais qui n'est pas... Enfin, moi, je pense que c'est utile aussi, hein, mais est-ce qu'on a l'oreille des politiques ? Est-ce qu'on arrive à changer les choses de manière assez rapide au niveau de, par exemple, l'utilisation de l'habitat ? Moi, je trouve ça plus difficile que de changer, par exemple, les normes d'utilisation des matériaux, etc., etc. Mais bon, je pense que c'est possible aussi de s'engager sur d'autres terrains. Il y a des gens qui se sont lancés en politique, des architectes qui se sont lancés en politique. Après, tous les architectes n'ont pas un agenda écologiste forcément comme motivation, donc ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais voilà, après il y a des architectes qui l'ont fait, oui. Est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, plus d'engagement, oui, c'est sûr. Moi, enfin, je voulais juste dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me frappe quand on regarde, par exemple, les exemples qu'on prend en tant que modèle d'architecture bien construite ou d'architecture remarquable. Souvent, il y a une discussion sur la manière dont l'architecte a imposé une certaine volonté ou un désir formel pour réussir à avoir sa vision mise en place. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez couramment sur ce qu'on admire comme architecture. Et donc, il semble que ça soit possible de forcer la main, entre guillemets, aux gens avec qui on travaille. Il semble qu'on n'a pas forcément pris les questions écologiques et de justice sociale comme vraiment faisant partie des agendas qu'on peut pousser, quoi, par exemple. Donc, je dis souvent que en tant qu'architecte, on fait beaucoup de mal, donc on devrait être possible aussi de réparer et de faire du bien aussi. Questions. Oui. On aimerait bien, mais je ne veux pas prendre la place d'une question d'étudiant, en tout cas. Moi, j'ai une question un peu de détail, mais un peu sur les matériaux. Mais il y a un truc que vous avez montré qui m'interpelle, c'est cette question de cette autoroute. Parce que ça, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que... Parce que les autoroutes, on se réjouit de pouvoir les démolir. Mais dans le fond, c'est vrai que tout à coup, on peut se dire, mais dans le fond, est-ce qu'on doit vraiment les démolir ? Alors, je mettais ça en parallèle avec... Mio Tsunemaya qui a montré comment elle a cassé au marteau-piqueur la place de parc qui était devant sa maison à Tokyo pour avoir un petit jardin devant chez elle. Et puis bon, elle a passé je ne sais pas combien de semaines, elle a porté des sacs avec des brouettes pour emporter les morceaux de la place de parc. Et je me disais qu'effectivement, démolir une autoroute, c'est un travail absolument titanesque. Il se trouve que j'étais à San Francisco quand on a démoli l'autoroute qui passe devant la ville le long de la baie, parce qu'il venait d'y avoir le tremblement de terre qui avait fait collapser le pont, mais l'autoroute, la bretelle qui amène au pont, elle était restée debout, malgré le tremblement de terre. Elle était armée avec des barres d'acier qui faisaient presque 5 cm de diamètre. En démolissant, on pouvait acheter une sorte de petite sculpture avec un bout d'armature en souvenir de cette autoroute, ce qui a effectivement donné un accès à la baie et de toute la vieille ville de San Francisco tout à fait exceptionnelle. Et ça ne me serait pas venu à l'idée de dire que ce n'était pas bien de démolir cette autoroute. Maintenant, j'aurais voulu comprendre, vous avez montré très très vite, c'était où, comment on fait pour ne pas la démolir, c'est les arbres qui vont la casser, comment ça se passe ? Alors ça partait de cette carte, en fait, qui est donc une carte qui est une carte des mécontentements. Oui. Donc c'était pour comprendre en fait qui bénéficie de cette infrastructure, qui n'en bénéficie pas. Et après aux États-Unis, il y a aussi un facteur racial en fait où souvent les autoroutes elles sont
elles ont été placées en démolissant des quartiers entiers et puis elles coupent en deux des quartiers complets. Donc effectivement, souvent, c'est très bien reçu l'idée qu'on va démolir ça. En l'occurrence, ici, ce qui se passait, c'est que cette bretelle d'autoroute allait être démolie et une autre allait être construite. Enfin, un élargissement était prévu dans une autre partie de la ville. Et puis, en fait, c'était l'idée aussi de se dire, mais la motivation de la démolition, en fait, elle était pas forcément liée au bien-être immédiat de cette population qui habitait là, puisque ça, en fait, ça bénéficiait plus ou moins au quartier qui était soit au nord, soit au sud, mais pas vraiment ceux qui étaient entre les deux. Bon, après, je dirais c'est lié à la spécificité de la ville. Et l'idée, donc, c'était de aussi remettre en question les phénomènes de gentrification qui allaient se produire une fois qu'on aurait démoli et qui allaient, en fait, immédiatement, donc c'est pour ça que je dis pas en fait pour l'intérêt des gens qui habitaient là, donc c'était des quartiers assez pauvres. Donc si on démolit, en fait, ça veut dire que potentiellement ces gens-là allaient être obligés de partir. Et donc l'idée, c'était de la garder et puis d'utiliser, pas forcément de la transformer en parc, qui était un peu promenade plantée, tout ça machin, mais de dire, est-ce qu'on arrive à avoir un projet qui est aussi au service de, du non-humain et de potentiellement la végétation, des plantes, etc. Mais par exemple, ça, c'est pas accessible. C'est juste une espèce de déconstruction de l'infrastructure existante. Donc à long terme, en fait, il y a une espèce de... ça se transforme en ruine moderne, en fait. Et puis ça disparaît complètement, c'est l'idée. Donc je pense que c'est là. Il y a l'idée aussi de laisser le quartier s'inonder complètement. Du coup, pour aussi regagner une espèce de renaturalisation du quartier, etc. Donc en fait, c'est une relation, je dirais, par rapport à ça, ouais. C'est donc lié à l'idée que de remettre en question le fait qu'on pense que démolir, c'est toujours une bonne chose quand on se préoccupe de ces infrastructures, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, quand il y a quelque chose de démoli, et aussi la question de qui prend les décisions de démolition et à qui ça profite. Ouais. C'est Austin, au Texas. Donc c'est des villes qui ne fonctionnent que sur des systèmes autoroutiers très, très, très larges. Donc c'est des autoroutes à 6 voies, 8 voies. Enfin, c'est vraiment des très, très grosses infrastructures. Donc quand on démolit, en fait, on se trouve avec une masse de déchets impressionnante, quoi. Donc c'était une remise en question de ça. Après, le projet n'est pas parfait. Hein, c'est une tentative. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions ? Oui. Vous pouvez parler très fort, mais c'est mieux s'il y a un micro, je pense. Vu qu'on... Enfin, par rapport à un contexte urbain maintenant qui est vachement lié à la voiture, et au fait qu'on a pratiquement tout asphalté aussi dans nos villes, on arrive quand même à un problème, on va devoir potentiellement détruire ce modèle-là. Comment vous le voyez ? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même bien d'aller dans ce sens-là, et puis du coup de favoriser aussi des circulations plutôt piétonnes et plutôt peut-être même circulaires plus que orthogonales, qui sont dictées du coup par une circulation carrossable. Enfin voilà, en gros, est-ce que ça va dans votre sens quand même, ou vous estimez que ça devrait plutôt rester comme ça ? Vous voulez dire le statu quo, c'est-à-dire on garde les infrastructures qu'on a, on ne touche pas parce qu'il ne faut pas démolir, c'est quoi ? Exact, ouais. Bon, moi je suis pas trop dans le dogme, c'est-à-dire que j'aime bien provoquer, mais après je pense qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire c'est un peu la question de ce projet, par exemple. Est-ce que donc ne pas démolir, en l'occurrence là, ça ne fonctionne que si on prend des mesures qui font qu'on puisse envisager un futur intéressant
qu'on arrive à préserver, par exemple, la mixité sociale du quartier. Et puis, est-ce qu'on arrive aussi à trouver des moyens de défaire ces infrastructures sans que ça nous coûte une fortune en carbone, en l'occurrence. Donc, c'est l'idée aussi de faire travailler des espèces qui font ça, peut-être, mais sauf que ça va prendre 80 ans, alors que nous, on aimerait bien que ça soit démoli très rapidement. Effectivement, je pense qu'il va y avoir un moment où on va se trouver face à des infrastructures. Si on arrive vraiment à déconstruire nos modèles, enfin, on n'est quand même pas hyper en avance sur ça, mais il va sans doute y avoir un moment où il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures, effectivement. Alors, dans la plupart du cas, par exemple ici, on peut garder. C'est vrai qu'il y a des endroits où ça a été démoli. Alors l'exemple de San Francisco aussi, Marseille, où la passerelle, la très grande passerelle qui faisait croire que Marseille était un peu Los Angeles quand on arrivait, elle a été démolie, mais en fait elle a été démolie dans le cadre de Euroméditerranée, qui est une énorme opération de gentrification gigantesque de ce quartier. Donc est-ce que finalement, quand on démolit ces infrastructures, on n'est pas au service de ces grands projets qui n'ont pas nécessairement à cœur l'intérêt des populations les plus modestes? Donc la question d'injustice sociale, elle se pose automatiquement. Pour qui on va démolir et qui va bénéficier de cette démolition? Je pense que c'est la question, je dirais, on n'est pas forcé de répondre à chaque fois oui ou non, mais du coup, qui bénéficie de cette démolition, par exemple? Je pense qu'avec ça, on peut peut-être réussir à répondre, en fait. Merci pour votre question. Plus de questions? Pas de questions sur l'agence, là? Moi, j'aime bien provoquer un peu avec l'agence. Non, là-bas, il y a une question. Vous savez qu'avant que ça s'appelle réparer l'agence, ça s'appelait tuer l'agence. Et puis après, je me suis dit, non, je vais perdre des amis. Après, je pense que l'agence est réparable, en plus, c'est vrai. Donc, c'est bien que j'ai changé. C'est peut-être pas une question sur l'agence. C'est pas forcément directement sur l'agence, mais alors je trouve. C'est pas grave. Hein. Ça, on en reviendra peut-être après. Je trouve intéressant, dans un premier temps, votre discours, alors qu'il est relativement engagé, effectivement, sur la question. Vous avez parlé de la Caton Vassal. On sait que c'est pas forcément le seul projet qu'ils ont fait, et aujourd'hui, ils ont construit passablement d'autres choses ou rénové d'autres choses. Ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est des mauvais architectes. On essaye aussi, je crois, de mettre en place des bâtiments qui sont, ou en tout cas des techniques différentes, qui utilisent des matériaux locaux, entre autres la terre, etc. Est-ce que finalement c'est pas assez pour vous, ou bien c'est quand même dans la direction dans laquelle on doit aller? Parce que, alors, extraire des matériaux finalement, ou de l'argile pour des briques, ça a une certaine énergie, mais faire un trou, faire un terrassement pour utiliser de la terre pour construire des briques, on en met aussi dedans. Donc est-ce que finalement on va à l'opposé du bon sens pour vous, ou bien est-ce que c'est quand même dans une direction qui peut être intéressante dans l'optique où effectivement on est architecte et où on a des mandats finalement qui sont liés à la construction? Merci pour cette question. Alors effectivement, tous les matériaux n'ont pas la même valeur énergétique, donc quand on se pose la question de comment on construit, alors moi je regarde autour de moi, je pense qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est-à-dire la manière dont on peut construire avec des matériaux à faible enfin à basse énergie, ou en tout cas qui soient moins gourmands en énergie que le béton, par exemple. Effectivement, c'est une bonne direction, mais moi j'ai un peu l'impression que ça reste en fait une minorité dans ce qui se construit. On reste quand même sur une construction à majorité. Alors aux États-Unis, c'est bois et plastique. Ici, c'est béton, principalement. Donc en fait, ce dont vous parlez, c'est une pratique relativement niche, je dirais. Si on arrive à pousser effectivement ces matériaux qui sont adorés par les architectes pour des raisons de coût et puis aussi
plaisir de la conception, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rôle de l'architecte qui est souvent d'imposer son désir formel sur certaines choses. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, si on voulait faire ça avec de la terre, ça va être beaucoup plus compliqué par exemple. Donc il y a aussi un moment où je pense qu'en tant qu'architecte, on doit se poser la question de se dire, est-ce que je choisis le matériau qui va être le moins énergivore, mais qui n'est pas forcément celui qui va me donner la meilleure performance par rapport à ma volonté de concevoir. Donc il y a ça, et puis après il y a la question de est-ce que tous ces matériaux dont on parle, ils ne sont pas aussi un peu utilisés pour de l'éco-blanchiment, c'est-à-dire on a Holcim qui travaille sur du carbone, enfin du low carbon concrete, mais en fait en réalité c'est quand même très 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 peu de ce qu'ils produisent en tant que béton qui est utilisé. Donc moi ça m'intéresse, je trouve ça très bien, je suis en contact avec beaucoup de collègues qui essayent de pousser justement des matériaux autres. Je pense à Oxara par exemple qui travaille sur un mélange de béton et de terre, qui utilise justement la terre des chantiers pour reconstruire des choses. Donc il y a quand même beaucoup de gens, heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres matériaux. Mais en fait, dès qu'on... et peut-être que la Suisse est assez en avance. Par exemple, je sais que le canton de Zurich a changé ses règles par rapport à la réutilisation du béton, etc. Donc on avance légalement. Après, la majorité de ce qui se construit globalement, on reste sur des matériaux incroyablement énergivores, et donc on est très en retard par rapport à ça. Donc très bien. Moi, tout ce qui est matériaux à basse énergie, très bien. Il ne faut pas que ça soit utilisé comme alibi pour de l'éco-blanchiment. Et après, il y a une autre question à laquelle on pense assez peu. Alors je pense par rapport à la terre, c'est peut-être pas trop un sujet, mais par exemple, si on change nos isolants, par exemple, et qu'on se rabat sur des isolants biosourcés, etc., ça a aussi un impact sur nos territoires. C'est-à-dire qu'on on va être dans une question, si on... par exemple, la Suisse est censée équiper, en tout cas, isoler son parc immobilier. Alors, au rythme actuel, ça va nous prendre 120 ans. Si on utilise la force de travail actuelle et qu'on la réoriente sur la rénovation, on n'en aura que pour 12. Je précise, donc c'est des gens qui font des calculs pour moi. Mais surtout, en fait, si on réinvente la manière dont on isole, par exemple, et qu'on utilise des matériaux à basse consommation, enfin en tout cas biosourcés, quelle est la conséquence sur l'agriculture, par exemple, puisqu'on va se lancer sur des questions de compétition sur l'utilisation des terres, etc., etc. Donc, en fait, ça ouvre d'autres questions auxquelles on n'a pas réellement réfléchi complètement. Il y a des chercheurs qui disent qu'en fait, on n'a pas, de toute façon, la matière nécessaire à isoler notre stock existant en Europe du Nord. En tout cas, on n'a pas les matériaux, on n'a pas assez de matériaux pour faire ça. Donc, ça ouvre d'autres questions, en fait. Mais à part ça, moi, je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas, bien que je suis dans la provocation, je suis pas dans le dogme. Donc, je pense que il faut réellement se poser la question de quels sont les matériaux avec lesquels on peut travailler qui soient meilleurs pour avoir une architecture non extractive, justement. Merci pour la question. Deuxième question. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui? Du coup, je sais qu'on a parlé de pas extraire, mais je me demandais si... parce qu'en fait, actuellement, on extrait aussi toujours la même chose et en grande quantité. Et du coup, est-ce que si on parlait d'extraction plurielle, donc où en fait on évite de s'orienter vers un seul matériau, est-ce que ça...
par exemple, là, est-ce que ça pourrait être aussi dans la diversité de la construction, en fait, d'éviter de construire toujours de la même chose et de la même manière? Est-ce que ça répond quand même un peu aussi à la problématique qu'on a actuellement? C'était pas, je sais pas, c'était un peu chaotique, mais... Vous voulez dire si si on diversifiait notre extraction? Ouais. Je crois qu'on fait déjà ça pas mal. On extrait beaucoup quand même. Alors, tout ce qui n'est pas extrait est exploité. Donc, par exemple, le bois, qui est un peu le matériau miracle. Mais le bois, en fait, ça a aussi ses problèmes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas... La manière dont il est exploité, par exemple, c'est pas bon pour la biodiversité si on plante toujours les mêmes choses. Après, couper des arbres, c'est aussi nos pièges à carbone, etc., etc. Donc, en fait, on déplace un problème. Alors, il y a des industries qui ont compris que c'était plus utile de vraiment recycler. Donc, je pense à tout ce qui est l'industrie des batteries, par exemple. Donc en fait maintenant ils vont commencer à ils ont déjà commencé, mais ils partent du principe qu'en fait le cobalt dont ils ont besoin a déjà été extrait et qu'il est dans nos téléphones et dans nos vieux ordinateurs, etc., ou dans les vieilles batteries de voitures. Donc il y a aussi un désir d'utiliser ce qui existe déjà dans d'autres industries. En construction, on ne sait pas faire, quoi. Enfin, très très peu. On va faire du recyclage de béton, mais ça reste, c'est 20%, je crois. Enfin, les nouvelles réglementations, ça va être 20%. Comme l'industrie n'est pas prête, on importe du béton d'ailleurs pour pouvoir l'utiliser dans nos projets de bâtiments publics pour pouvoir satisfaire aux normes. Donc on est dans des espèces de logiques un peu suicidaires d'import de béton démoli d'ailleurs. Mais pour revenir à votre question, est-ce qu'on devrait extraire autrement? Après, l'extraction, de manière générale, quelle qu'elle soit, tout ce qu'on extrait, c'est en général, il y a un lourd bilan écologique. Là, je suis en train d'écrire la partie... justement, je suis en train d'écrire ce chapitre, ce que je disais tout à l'heure. C'est un livre qui est discuté avant d'être écrit, et pas l'inverse, pas écrit avant d'être discuté. Donc, je suis en train de regarder la manière dont tous les minerais de ce bâtiment, en l'occurrence, sont extraits. Bon, il n'y a pas d'extraction minière sans dommage, quel qu'il soit. Soit c'est de l'exploitation où on élimine tout ce qui est la couche supérieure de la terre, donc tout ce qui est forêt, machin, même tout ce qui est autour, en fait, souffre de l'exploitation, puisqu'il y a des poussières, il y a de la pollution. Aux États-Unis, 90% des mines de cuivre polluent leur cours d'eau adjacents depuis qu'ils ont commencé à être extraits, alors qu'en 2023, on sait que ça pollue. Donc, on est dans des logiques où, en fait, l'extraction minière, elle n'est pas à la hauteur des exigences écologistes. Il y a très peu de lois qui régulent la remise en état des mines. Et puis surtout quand c'est pratiqué dans des pays où il y a des gouvernances qui sont pas à même, par exemple, de faire respecter ces régulations. Donc on est dans des logiques, tout ce qui est extraction, en particulier minière, c'est mal, quoi. Je crois qu'on peut le dire de manière très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extraction. Si on vous dit que c'est de l'extraction sustainable extraction, ça n'existe pas, quoi, en fait. Après, il y a des endroits où ils utilisent des robots, donc c'est moins lourd pour tout ce qui est labeur, c'est-à-dire qu'on est dans des logiques où il y a moins de force de travail qui est exposée à des dangers, etc., etc. En fait, les robots, ils ont aussi besoin de matière extraite, ils ont besoin de travail, de ce qu'on appelle intellectual wage workers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont les programmer, etc., etc. Donc on est
qui habitent, je sais pas, enfin, dans des enclaves diplomatiques. Enfin, bon, on est dans des systèmes qui sont pas forcément mieux. Donc, en gros, en fait, il faudrait pas qu'on extrait, quoi. De manière générale, je pense pas qu'on puisse vraiment déplacer le problème. En plus, on est dans des logiques d'externalisation, c'est-à-dire que nous, on bénéficie de ces extractions, mais on voit pas et on paye pas le prix de ces dommages. C'est-à-dire que tout ce qui est extrait pour nos téléphones, tout ce qui est le cobalt, etc., c'est une extraction d'une violence extrême. On a soit c'est des énormes compagnies, des conglomérats qui exploitent de manière plus ou moins clean, mais qui ont en fait qui exploitent les populations, soit c'est extrait ce qu'on appelle des mines artisanales, où c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est le travail des enfants, etc. Donc on est vraiment... Enfin, il n'y a pas d'exploitation minière aujourd'hui durable, c'est pas vrai, quoi, en fait. Donc je crois que je vais répondre non à votre question. C'est bon. Oui. Oui, j'ai peut-être une réaction à ce que tu viens de dire, ou une réflexion qui va dans ce sens-là, c'est que quand tu disais tout à l'heure, ok, après il y a les robots qui font la place de notre travail, ou du travail de ceux qui exploitent la mine, mais et ça utilise quand même aussi après des nouvelles extractions. Et, est-ce que tu as réfléchi aussi un peu à la place de l'homme dans la construction, parce qu'on est... de l'humain ou de l'homme des humains, oui, ou des humains, oui. Dans le sens que aujourd'hui tout est fait pour faire rapide. Enfin, on est vraiment dans une logique qu'on n'était pas il y a 100 ans, où le travail humain il coûtait moins cher, et puis la matière coûtait très 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 cher. Et il y a eu cette inversion à partir de la révolution industrielle. Et je pense dans cette idée de l'entretien, de prendre soin, cette idée de la valeur du travail des humains est important aussi. Mais c'est essentiel. C'est pour ça qu'il y a la partie changer de système de valeur. En fait, c'est la valeur du travail et puis la valeur de l'humain, en fait, la valeur du corps, du labeur, mais aussi le respect vis-à-vis de l'humain et du vivant de manière générale, en fait. Donc ça, je dirais que c'est très, très utile de réfléchir à ça en prenant la perspective de l'écoféminisme, où en fait on ne peut pas dissocier ces phénomènes d'extraction, la manière dont le travail est dévalorisé, le manque de respect vis-à-vis du labeur, la rapidité des exigences qu'on appelle le capital impatient, le fait qu'on veuille absolument tout de suite, et la maintenance, l'entretien qui est un travail qui n'a pas de valeur, très peu, qu'on ne voit pas, qui est fait tous les jours, qui est mal payé, qui est un peu lié à l'écoféminisme aussi par rapport à la valeur du travail domestique, le travail gratuit, le travail invisible. Tout ça, je pense que ça fait partie de la manière dont on doit repenser la manière dont on conçoit aussi. Moi, je pense à tous ces bâtiments iconiques qu'on ne sait pas entretenir, par exemple. Moi, j'aime bien dire aussi que la Villa Savoie fuit. Y a des fuites. Donc, c'est aussi la question de comment on conçoit nos détails, nos espaces, comment on conçoit. Est-ce qu'on réfléchit à la manière dont ça va être entretenu quand on dessine quelque chose? Je dirais jamais, quoi, quasiment jamais. Et je pense que si on se pose une question sur la valeur de l'entretien, la valeur du travail, on dessine de manière différente. On va aussi avoir une question sur la durabilité des matériaux,
la manière dont... Après, il y a aussi la discussion, est-ce qu'on va mettre des matériaux plus durables, mais à plus grosse intensité carbone, mais qui vont durer plus longtemps, etc. etc. Enfin, il y a toute une question sur la conception, en fait, au niveau même du détail de construction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va choisir d'isoler notre bâtiment ? Est-ce qu'on va avoir une toiture terrasse où on sait que ça fuit ? Il y a des risques de fuite bien plus grands. Enfin, le modernisme est remis en question également après dans ses formes. C'est-à-dire, on sait que la Villa Savoie, ça fuit. On sait que les toits terrasses, c'est pas génial pour éliminer l'eau, quoi. Je veux dire, on le sait. Après, ça veut pas dire qu'il faut faire des toits en pente tout le temps. Mais je veux dire, je pense qu'on n'a pas cette réflexion au moment où on dessine, de se dire qui va prendre soin de cet espace, comment est-ce que mon chenot va être nettoyé, est-ce qu'il est accessible, enfin, je veux dire, toutes les architectures qu'on connaît qui sont un peu tape à l'œil, elles sont impossibles à entretenir. Enfin, je veux dire, moi je suis allée il n'y a pas longtemps visiter un bâtiment de Guéry, et ben le seul bâtiment de Guéry où il y avait un plan d'entretien pensé avec l'architecte, parce que ils savaient pas comment. Il y a eu un moment où ils ont livré le bâtiment, et puis il y a eu une discussion avec un architecte qui est quelqu'un qui travaille plutôt dans la préservation, patrimoine, etc. Retourner à l'agence de l'architecte pour faire ensemble un cahier de l'entretien du bâtiment, parce qu'ils ne savaient pas où faire les trous, où est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre leur cadre, comment est-ce qu'ils allaient entretenir, où étaient les prises pour aspirer, enfin des trucs qui, en fait, on pourrait y réfléchir avant, quoi. C'est-à-dire, ça fait un peu partie des questions, je dirais, quand on conçoit, on peut réfléchir à la manière dont c'est dessiné, en fait. Quelle est la conséquence sur la manière dont c'est entretenu, et la manière dont c'est et je pense que c'est lié aussi un peu à cette discussion sur la manière dont ça va être désassemblé. En fait, c'est un peu lié aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à penser au-delà de la livraison d'un bâtiment quand on dessine, en fait. Je pense qu'il y a aussi ça, et ça fait partie de la valeur de est-ce qu'on pense à la personne qui va devoir nettoyer ce bâtiment, par exemple. À aucun moment dans la conception, enfin moi, la manière dont j'ai été éduquée, jamais on a pensé une seule seconde à la manière dont le bâtiment allait être entretenu, jamais. Enfin, jamais, quoi. La manière dont il était utilisé, peut-être. mais pas beaucoup. Bon, j'espère qu'on enseigne autrement. Enfin, moi, j'enseigne autrement, en tout cas, c'est sûr. Mais oui, donc la valeur, oui. La valeur du travail, la valeur de l'humain, la valeur du corps, la valeur du vivant, en fait. Je pense que ça fait partie des questions à injecter dans nos plans d'enseignement. On conclut ? On conclut, oui. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci pour les questions, et puis merci pour l'invitation. Oui, toutes ces remises en question et prises de conscience.